Dans notre société, il y a une déresponsabilisation absolue, quotidiennement, qui fait que des êtres qui n'occupent pas leur espace, qui ne sont pas dans leur puissance, qui n'exercent pas leur propre pouvoir d'être qui ils sont, et qui n'occupent pas leur place, ils vont laisser leur place, ils vont laisser d'autres êtres avoir une influence sur eux, et après ils vont t'en vouloir et te dire que tu prends de la place, etc. Et ça, tu l'as entendu depuis que tu es tout petit. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir à nouveau Issa Padovani. À la fin de notre premier rendez-vous, j'avais encore des tonnes de questions en stock et le moment avait été tellement fluide et joyeux que l'idée de mettre en place un deuxième entretien est venue très naturellement. Et je voudrais débuter cet échange en célébrant les moments d'évidence où la vie danse et nous fait danser avec elle. Cette vie qui nous paraît souvent complexe et parfois d'une fluidité qui efface tout doute, toute tergiversation. C'est pour cette raison et bien d'autres que je me sens très honoré de vivre ce moment avec vous toutes et tous, et bien sûr avec toi Issa. Bonjour et bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté de poursuivre cet échange avec nous. Bonjour Mathieu, ravi de partager un nouveau temps d'échange et de réjouissance avec toi aujourd'hui et Gaëtan. Super, justement quand je parle de nous, je pense bien entendu à Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif comme à son habitude. Alors je vais tout de suite te poser une première question qui a plus ou moins de rapport avec le thème qu'on avait abordé la dernière fois. Je le raccroche à ce thème à la fin, tu verras. En fait, je me demandais d'où vient d'après toi le besoin de reconnaissance dont nous sommes tous dotés et est-ce que la norme et ce besoin de reconnaissance sont reliés quelque part ? Le besoin de reconnaissance. Moi, je le vis comme... Pour moi, le besoin de reconnaissance, il vient de notre méconnaissance, de nous, de notre méconnaissance de qui nous sommes, en vérité, de qui nous sommes réellement. Et du coup, c'est comme si on ne se perçoit pas dans la réalité de ce que nous sommes. Et je parle pas de la réalité du masque, de la persona, de ce pourquoi je me prends. Je parle pas de notre identité humaine, de l'étiquette, de la carte d'identité qu'on montre au monde ou du masque social qu'on montre au monde. Je parle de ce que nous sommes vraiment. En fait, on ne se connaît pas. Donc, pour reconnaître quelque chose, il faudrait déjà le connaître. Je veux dire, tu peux pas reconnaître un pain au chocolat si tu n'as jamais vu de pain au chocolat. Tu vas pas savoir ce que c'est. Donc, tu vas juste commencer à le décrire, à dire c'est un truc marron, ça croque, ça craque, dedans il y a un truc qui est bon, sucré, mais voilà. Tu peux pas reconnaître ce que tu ne connais pas. Et moi, je vis la reconnaissance habituellement chez les êtres humains comme la tentative désespérée, externalisée, d'attendre d'autrui la connaissance de nous que nous n'avons pas nous-mêmes. Et comme de soi à soi, on n'arrive pas à se connaître, à connaître ce que nous sommes, du coup, on associe ça à comme une non-validation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à valider ce que l'on ne perçoit pas que nous sommes, et maintenant, donc, on va attendre énormément de l'extérieur, que l'extérieur nous légitime, nous donne cette validation, reconnaisse, mais au fond, quoi? Alors, des fois, on va mettre certaines valeurs, certaines qualités de nous qu'on aimerait bien que les autres voient, mais moi, mon expérience, c'est que quand tu te vois en vérité pour ce que tu es, dans ta dimension originelle, dans l'être infini que tu es, dans toutes tes dimensions, et ou dans le quotidien, même si tu tournes ton attention vers la dimension plus limitée que tu es, avec certaines caractéristiques qui te sont propres, ce qu'on peut appeler la personnalité, tu vas avoir à cet endroit-là des qualités que tu privilégies, mais que si tu ne les reconnais pas toi-même, tu vas désespérément attendre que les autres les reconnaissent. Je vois toujours, de toute façon, les besoins, que ce soit le besoin de reconnaissance ou n'importe quel besoin, je les vois comme des paniers. Et si toi-même, tu n'es pas en train de nourrir pour toi ce besoin, c'est un panier sans fond. C'est-à-dire que si toi, tu ne te reconnais pas, si tu ne te bénis pas,
Si tu ne t'honores pas quotidiennement, par exemple, je sais pas, on prend n'importe quelle qualité, là, par exemple, tu fais des interviews, alors on va dire, bah, tu as une qualité, de communication avec les êtres et puis pour présenter ces vidéos et cetera. Et puis si toi, tu es en doute sur tes qualités d'orateur, si toi, tu es en doute sur tes qualités de communicant, si toi, tu ne te reconnais pas comme un orateur fluide et talentueux, tu vas attendre en permanence que les autres te reconnaissent comme ça, parce que toi, tu es en douleur de ça, de pas te voir comme ça. Mais en fait, tu attends que les autres te voient à un endroit où toi-même tu ne te vois pas. Donc ça va être un puits sans fond. Les autres vont te dire: «Ah mais Mathieu, j'adore tes vidéos, ta chaîne, c'est vraiment super ce que vous faites avec Gaëtan et tout» et toi, en fait, tu vas à ce moment, ça te fait une petite joie au cœur quand ça passe, puis après ça va arriver au fond du panier et là, ça va pas être stocké parce qu'il y a pas de fond et donc là, ça s'en va et sur le moment, ça serait comme manger et ne jamais être, rassasié finalement. Donc tu vas avoir ce besoin de reconnaissance qui est sans fond, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'y a pas le fond que tu mets par toi-même, par ta propre reconnaissance à toi. Voilà, donc pour synthétiser par rapport à ce que tu demandes, qu'est-ce que c'est que l'origine de ce besoin de reconnaissance? C'est une non-connaissance de qui nous sommes. Et ensuite, je vois aussi un deuxième angle, c'est donc non-connaissance de qui nous sommes, que ensuite on déplace chez les autres en attendant qu'ils connaissent de nous ce que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Et l'autre aspect, c'est que on associe à cette non-connaissance de nous un désamour de soi. C'est-à-dire qu'on a mis en lien finalement l'estime de soi avec l'amour de soi. Et donc, si je ne m'estime pas pour certaines qualités que j'ai soit valorisées, soit qui socialement sont valorisées, très souvent par la famille, hein, depuis l'enfance. Et ça, on le voit, enfin moi, chez toutes les personnes que j'ai pu accompagner depuis une quarantaine d'années, on trouve à peu près toujours les mêmes choses, hein. C'est les zones où dans l'enfance, on va retrouver toutes les zones où on est très, très sensible sur l'estime de soi et la reconnaissance. C'est des zones où on n'a pas été validé, reconnu par les parents très souvent. Et aussi les zones où soi-même, on ne s'autorise pas à se valider et à se reconnaître. C'est parfois parce que c'est des zones qui, pour notre famille, n'étaient pas légitimes. Donc, par exemple, si toi tu es un super orateur, mais que dans ta famille il y avait une valeur qui était, on est taiseux, on ne parle pas. C'est les gens qui parlent, ils parlent parce qu'ils ont pas grand-chose à dire, et nous on parle pas pour rien dire. Voilà. Dans des familles, c'est comme ça, on parle pas pour rien dire. Et toi t'es un volubile, t'es un logoréique, t'es quelqu'un qui a toujours un truc à dire, et dans ta famille c'est pas valorisé. Ok. Ça va passer à l'ombre, hein, comme disait Jung, c'est-à-dire ça va passer dans les valeurs qui ne sont pas valorisées et on les met à l'ombre, on les met pas en lumière, on les met pas en valeur. Et du coup, ben, toi, tu ne vas pas t'aimer quand tu parles. Tu ne vas pas t'aimer et en même temps, tu vas avoir un double mouvement. C'est que tu ne vas pas arriver à t'aimer quand tu parles parce que ça n'a pas été valorisé dans la famille. Et en même temps, toi, il se trouve que c'est ta passion. Tu voudrais être un communicant. Et là, tu te retrouves coincé entre les valeurs de la famille et puis tes élans propres. Et comme tu as relié l'amour de toi avec l'estime de toi, ben, tu as une basse estime de toi et tu t'aimes pas beaucoup, tu as une basse estime de toi parce que finalement, tu ne t'autorises pas à faire ce qui toi te fait kiffer et comme tu as relié les 2, ben, maintenant tu ne t'aimes plus en plus. Donc c'est vrai que ce besoin de reconnaissance, je le vois comme une des choses qui empêche le plus les êtres humains de réaliser leurs rêves, d'oser être qui ils sont et justement d'oser sortir de ce qui serait la norme qui a été fixée à la base quand on travaille par exemple en relation d'écoute, en relation d'aide, en accompagnement, en coaching, enfin quel que soit le nom, ou le rôle qu'on prend. J'ai beaucoup fait travailler les personnes justement sur les déplacements comme ça de positionnement, quand on commence à se déporter vers l'autre parce qu'on voudrait soi-disant l'aider, alors qu'en fait, dès qu'on commence à se pencher vers lui, on est foutu. Je veux dire, on est décentré de soi et on n'est plus une ressource pour l'autre. Donc, que ce soit pour l'écoute, que ce soit pour l'expression, que ce soit pour n'importe quoi, la position ajustée, elle est au centre de soi. Et ensuite, voilà, comme quand on jette un caillou au centre d'une mare et puis qu'il y a les cercles qui se mettent comme ça. Et là, on va aller toucher tout le monde. Et si on les touche pas, c'est pas grave parce qu'on n'est pas décentré de soi. Donc, voilà. Voilà pour ma vision de ce que tu viens de partager. Bah super, super, merci pour cet apport. Et justement, j'ai une deuxième question qui est en rapport avec cette première. C'est est-ce que d'après toi, l'intensité de ce besoin varie, ou bien c'est juste notre façon d'en avoir conscience et de l'incarner qui donne cette impression que certains ont plus besoin d'autres de cette reconnaissance? Mmh. Moi, mon expérience, la mienne et surtout celle que j'ai avec tous les êtres que j'ai pu rencontrer et accompagner, c'est que non, ça varie pas tellement.
Ça dépend directement de notre degré, enfin du fond. Déjà, est-ce qu'on a un fond à notre panier ou pas par rapport à l'estime de soi, à la reconnaissance. Et puis voilà, où on en est par rapport à la connaissance de qui nous sommes et à la manière dont nous-mêmes nous nous célébrons. Et moins je me connais, moins je me reconnais, et moins je prends un temps pour célébrer chaque jour mes joies et mes peines, mes réussites et les choses que j'ai pas réussies comme j'aurais voulu. Donc ce qu'en communication non violente, Marshall Rosenberg appelait célébrer ses joies et ses peines, et donc faire aussi le deuil. C'est aussi une célébration de dire bah ouais, j'aurais rêvé de faire ça aujourd'hui, puis bah j'y suis pas arrivé. Ok, je vais prendre le temps d'accueillir les parts de moi qui sont touchées avec ça, qui sont peut-être un peu tristounes, et puis ensuite, je vais pas me juger. Voilà, je vais pas entrer dans du jugement. Et puis je vais regarder, ok, quel petit pas je peux faire pour demain faire un pas de plus par rapport à ça. Donc ouais, pour moi, c'est prendre ce temps avec soi. C'est la mesure en fait du temps que nous savons prendre individuellement avec nous-mêmes pour nous honorer, pour nous célébrer. Ça va donner la mesure de quel est notre degré de sensibilité après au regard d'autrui et quel est notre degré d'attente de l'autre. Mais à un instant T, dans notre chemin de vie et dans notre chemin d'amour avec nous-mêmes et de rencontre avec nous-mêmes, à un instant T, si on est à cet endroit-là, on va avoir ce type de besoin de reconnaissance. Il va pas varier, en fait. Et si tu as pas le fond à un instant T, tu n'as pas le fond. Donc, tant que tu vas pas avoir pris du temps pour aller rencontrer ça, aller rencontrer tes parts blessées, aller te rencontrer, travailler à te rencontrer au présent aussi dans d'autres dimensions où tu es quelqu'un de plus vaste et de moins limité que ce pourquoi tu te prends. Voilà, moi, mon expérience, c'est que non, ça varie pas tellement. Moi, il y a une époque de ma vie où j'avais un grand besoin de reconnaissance parce que je ne me validais pas moi-même, je ne me voyais pas, il y a une trentaine d'années. Et puis voilà, après, avec le temps, et c'était pas parce que les gens me voyaient, me reconnaissaient, je vois que ça n'a pas eu à voir avec le nombre de personnes que j'ai accompagnées ou même une forme de succès à un moment. C'est pas ça qui a fait que je suis complètement tranquille avec ça maintenant et que j'attends plus rien à ce niveau-là. C'est qu'à un moment donné, le fond s'est vraiment placé à un endroit qui était au contraire à l'envers, avec quelque chose qui disait mais je me fiche totalement de ce que les gens peuvent penser de ce que je fais ou dis en fait. Maintenant, là où j'en suis maintenant, c'est je suis ravi si ce que je suis et fais est une contribution pour les autres. Ça, c'est ma préférence, évidemment. J'ai une petite préférence pour ça parce que j'aime contribuer. Et en même temps, je suis au courant que le fait que ça contribue ou pas ne dépend absolument pas de moi, mais de la manière dont les autres sont prêts à me recevoir et à recevoir ce que je partage, et aussi dépend beaucoup de leur point de vue. Et comme je n'ai aucun pouvoir sur les points de vue des autres, si je commence à placer ma vie, à faire dépendre mon bonheur, mon amour de moi, de la manière dont les autres peuvent me recevoir, j'ai pas fini d'être malheureux. Donc voilà, à un moment donné, on constate que heureusement, on a fait le chemin intérieur, on s'est suffisamment rencontrés, et on prend suffisamment de temps pour célébrer. C'est quand même un axe majeur de la communication non violente, la célébration, c'est-à-dire l'expression de la gratitude envers soi-même et aussi célébrer les deuils. Pour moi, j'ai vraiment, ça fait une vingtaine d'années que je pratique la CNV, et je vois que ça a vraiment changé ma relation à moi, et ça m'a fait, à un moment donné, désolidariser l'estime de moi et l'amour de moi. Et donc maintenant, j'ai plus aucune estime de moi. Quand on me dit: «Vous avez une oh là là, vous avez une bonne estime de vous», je dis: «Non, moi je n'ai pas d'estime de moi». «Ah bah si», je dis: «Non, vous ne comprenez pas, je ne fonctionne plus dans le paradigme estime de soi. Je ne carbure pas avec ce carburant-là». Parce que l'estime de soi, c'est toujours une sinusoïde. C'est si un jour tu arrives à faire un truc qui te plaît et que tu carbures avec l'estime, ce jour-là, tu vas te mettre 10 sur 10. Le lendemain, tu arrives pas à faire ce que tu veux, comme tu carbures à l'estime de toi, tu vas être au fond du ravin et te dire que tu es nul. Donc, moi, à un moment, je suis sorti grâce à la CNV, merci Marshall, je suis sorti de ce carburant-là et je suis rentré dans le carburant qui était la bienveillance avec moi et l'amour de moi. Et donc, quand j'arrive à faire des trucs chouettes, ben, je célèbre ma joie, je célèbre mes besoins qui sont rejoints par ce que j'ai fait. Et puis, quand j'arrive pas à faire ce que je veux, je célèbre les deuils et je m'offre de la bienveillance. J'offre de la bienveillance à mes parts qui sont déçues, mais je me dis pas, je suis nul ou pas. Enfin, je suis sorti finalement du jugement par rapport à moi là-dessus, et c'est bien agréable, même si c'est toujours un travail, hein. Quand je dis: «J'en suis sorti», ça veut pas dire à tout jamais j'ai plus aucun jugement sur moi. Ça veut dire que à la seconde où je vois arriver un jugement au milieu, je dis: «Oh, oh, j'ai du job, j'ai un truc à faire. Faut que j'aille écouter qu'est-ce qui se passe derrière, j'ai des besoins qui sont pas rejoints». Et là, je prends un temps et je m'offre de l'empathie. Mais du coup, voilà, ça devient cool. Alors voilà, pour répondre à ta question, est-ce que ça varie? Non, moi je vois pas que les besoins
enfin l'intensité avec laquelle on a besoin ou pas de reconnaissance, à un instant T, je vois pas l'intensité du besoin varier. Par contre, dans le temps d'une vie, oui, je vois l'évolution qu'on a et comment ce besoin il va décroître si tout va bien, lentement. Enfin, quand je dis si tout va bien, c'est si on fait le travail sur soi qui consiste à désolidariser estime de soi et amour de soi, bienveillance. Et puis si on apprend justement à se mettre davantage à l'écoute de ce qui est rejoint ou pas chez nous, que à rester dans le monde du jugement. Parce que là, on sera toujours piégé et on courra toujours après une reconnaissance que nous-mêmes, nous nous offrons pas. Donc si tu remplaces un moment reconnaissance par bienveillance envers soi, bah, à un moment donné, tu as plus besoin de reconnaissance. Et puis la bienveillance, moi je sais que je me suis réveillé un matin avec, la veille, je m'étais pris des commentaires cinglants, sur YouTube il y a quelques années, je sais plus quelle vidéo j'avais faite, dans lesquelles j'avais fait on parlait tout à l'heure avant de démarrer de jeux de mots, j'avais pas fait de jeux de mots, mais j'avais fait un truc très très au second degré, puis les gens l'avaient pas du tout compris. Donc ils avaient pris la vidéo et le titre au premier degré, et ça passait pas. Et je me souviens, je m'étais réveillé le matin, j'étais dépité, et j'avais vraiment eu la conscience claire à un moment, mais il y a personne qui va jamais être aussi bienveillant avec moi que moi je peux l'être avec moi. Personne ne va jamais me donner ce que j'ai envie de recevoir autant que moi je pourrais me le donner. Et pourquoi les gens aussi peuvent pas avoir ce degré-là de ou l'autre, hein, quel qu'il soit, me donner ça? Parce que l'autre est l'autre et il est pas en moi, donc il a pas les moyens de mesurer finalement. Que ce soit pour célébrer: «Waouh, Issa, tu as fait ce truc et tout». Mais comment veux-tu mesurer tout ce que j'ai fait? Tout le back office, tout ce qui était derrière, tout le temps que j'ai passé à préparer le truc, les décennies passées avant à intégrer tout ce qui m'a permis de t'offrir ces 3 minutes de vidéo. Enfin, personne peut mesurer ça. Et ce matin-là, je me suis dit: «OK, bon, bah, je vais définitivement arrêter d'attendre des autres qu'ils, célèbrent à la mesure de ce que j'ai fait». Et moi, par contre, j'ai pris une décision claire que j'ai tenue toujours depuis. J'ai dit: «Moi, je vais prendre un temps chaque jour, en fin de journée, pour me célébrer et honorer ce que je fais et prendre le temps, d'acter». Tu sais, je crois qu'on prend pas ce temps-là. On est en mode, on agit, et puis, dès qu'on a fini, on est en mode projet. Dès qu'on a fini, ben, on est content 30 secondes, puis on est déjà avec la prochaine action, le prochain truc. «Ah oui, mais il reste ça à faire, il reste ça à faire». Et ce temps où en fait, pourquoi on fait toutes ces choses? Mais on les fait parce qu'on voudrait être content. On voudrait goûter quelque chose. Puis en fait, on fait le truc et puis là où c'est le moment de goûter: «Ah! Ah ouais, je l'ai fait». Tu sais, ce temps d'arrêt que Dieu fait dans la Bible quand tu lis la Genèse, particulièrement le texte, en hébreu, à la fin de chaque jour, bon, ça a été retraduit après et jusqu'en français, ça arrive où ils disent: «Et Dieu vit que cela était bon». Mais en hébreu, c'est pas dit comme ça. Ça dit juste: Dieu regarde son œuvre, Dieu regarde sa création et dit: «Quel bien!» En fait, il est en train de goûter, quoi. Le gars, il a bossé la journée, et à la fin de la journée, il s'arrête. Il passe pas directement, il dit: «Ouais, bon, attends, liste des tâches, planning de Gantt, alors il nous reste quoi? 6 jours. Ah ouais, là, faut que je bouge un peu demain les curseurs. On va mettre l'équipe numéro 3 bis sur le chantier, on va accélérer un petit peu les trucs parce que là, on est serré, les gars». Non, il a fini son truc, il regarde et il se célèbre. Il dit: «Waouh, quel bien!» Et ben, si on prend pas ce temps-là de s'arrêter pour goûter ce qu'on a fait, bah là, on n'est jamais content de soi. Et là, on va attendre aussi, on va attendre des autres, que les autres nous disent: «Ouais, c'est génial», mais en fait, on est toujours ce verre sans fond, ce panier sans fond, où on fait les choses et tout passe et on n'est jamais rassasié. Donc si tu veux sentir que tu es rassasié, tu es en train de manger, comment tu fais pour sentir que tu es rassasié? Il faut que tu arrêtes de manger, c'est tout. Tant que tu manges, tu te rends pas compte que tu es rassasié. Donc dans nos actions, pour moi, la clé de sortir comme ça de ces trucs sans fin de reconnaissance, estime de soi, c'est de s'arrêter et au lieu de demander à l'autre de nous mettre une cuillère en plus dans la bouche alors qu'on est déjà gavé jusque-là, mais qu'on croit encore avoir faim, c'est s'arrêter et dire: «OK, OK, je choisis de goûter ce que j'ai fait, je choisis de goûter ce que je suis, je choisis de sentir, waouh, quel bien, ça fait du bien par où ça passe». Et quand on mange, je dis: «Waouh, ça fait du bien par où ça passe, c'est bon ce truc». On prend le temps de le goûter et je vois que en fait, tous ces temps de présence à soi. T'as vu quand tu m'as posé la première question, j'ai pris un temps de silence parce que j'ai besoin juste de goûter. Je te réponds pas avec ma tête, moi je te réponds avec ce que je goûte. Et je vois que quand on se parle et qu'on répond très vite, c'est qu'on est en train de répondre avec la tête, avec toutes les intelligences artificielles qu'on a pu accumuler. Et ça, c'est des programmes automatiques. Et en tant qu'être humain,
C'est là où je dis on ne se connaît pas. On fonctionne avec tous nos petits programmes qui tournent et eux, ils vont très vite. Et le cerveau, vu qu'il est toujours complètement flippé, le néocortex, il va tellement lentement pour traiter les infos, il est tellement saturé, lui, ça l'arrange beaucoup les autoroutes neuronales et les programmes d'intelligence artificielle. Donc dès qu'il peut en caser un, il va t'en fourguer un. Donc c'est très important si tu veux goûter la joie d'exister, goûter d'être ce que tu es, bah de savoir débrancher le plug, quoi, de sortir de ta propre matrice et de dire: «OK, attends, qu'est-ce que je veux goûter? Je veux goûter que je suis content. Je veux goûter de pouvoir me dire quel bien». Et ben, il va falloir faire une pause. Je m'arrête dans mon projet, je m'arrête dans ma journée et au lieu de prévoir des tâches en plus en fin de journée, je prévois un quart d'heure qui est le temps, mais pour goûter tout ce que j'ai fait puisqu'en fait, je fais tout ça pour être content. Et si je prends pas le temps du contentement, de se contenter au sens originel du terme, qui est de prendre le temps d'être content. C'est devenu tragiquement en français se contenter, c'est bon, ben, voilà, il n'y a pas plus, alors on va se contenter de peu, mais c'était pas ça à l'origine. Se contenter, c'est ruminer d'être content en fait, c'est prendre le temps, c'est comme les vaches avec tous leurs estomacs, et elles prennent un truc, et elles le mâchent, et elles le remâchent. Nous non, on fait pas ça, nous on gobe. On fait des trucs, on gobe les actions et on passe à autre chose. On a gobé, puis on est toujours là à dire: «Ah, mon besoin de reconnaissance est pas nourri, j'ai encore faim de reconnaissance, j'ai soif de reconnaissance». On gobe tout et on prend pas le temps de ruminer. Bon, moi, je prends le temps de goûter, donc je le planifie, je me dis: «OK, tiens, je l'ai pas fait, bon, ben, il faut que je prenne un temps d'ici», si je dans le pire des cas, je le fais au lit avant de m'endormir. Je prends un temps avec moi, je mets les mains sur moi comme ça pour être vraiment en contact avec moi, avec mon corps, avec tout ce que je suis, avec toutes mes dimensions, et je prends vraiment un temps pour, repasser ma journée et puis voir, OK, célébrer, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui était quel bien, et puis quels étaient les endroits où je me dis: «Ouais, là, ouais, là, il reste ce truc-là, je vois que ça me nourrit pas tout à fait la manière dont je l'ai fait». Et en premier, je me dis pas: «Qu'est-ce que je vais faire demain d'autre?». En premier, je me dis: «OK, je prends le temps d'accueillir la part de moi qui est triste parce qu'elle aurait aimé le faire directement bien, ou elle aurait aimé que ça aille plus vite, ou elle aurait aimé qu'il y ait pas ce blocage, ou elle aurait aimé que l'autre réagisse différemment». Puis la réalité, c'est que ça s'est passé exactement comme ça s'est passé, c'est-à-dire pas du tout comme je voulais. Donc là, je prends le temps d'accueillir toutes mes parts et de leur faire un câlin, et puis ensuite, je dis: «OK, ben, la bonne nouvelle, c'est que demain, on a un nouveau jour, et puis, ben, demain, on va voir quels petits pas on peut faire pour, aller vers ce qui nous ferait de la joie». Mais on vit des vies de fous depuis toute l'ère industrielle. L'humain vit une vie de plus en plus folle. Je veux dire, on n'est plus connecté à soi, on est maintenant le nez collé, sur ce type d'appareil, en train de défiler des trucs. Enfin, on est hors réalité, on est en train de devenir, le métaverse, il est déjà là. On est en train de devenir des êtres virtuels, et avec un besoin de reconnaissance, du coup, qui devient exponentiel parce que moins tu es connecté à toi, le célèbre «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers», et c'est Dieu qui est écrit à Delphes. Bah, plus ça va, moins tu te connais, et donc moins tu te connais, plus tu es aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, avec tous ces jeunes qui ne savent même plus vivre, et ils vivent pour filmer le truc qu'ils vont montrer ensuite aux autres, pour avoir des likes, et il faut que l'autre me like parce que moi je me like pas, en fait. Donc si on veut un peu plus de likitude, on a intérêt à prendre du temps avec nous plutôt qu'à conserver du temps vers les autres, que ce soit à réseaux sociaux, ou que ce soit même en présence, mais d'attendre des autres. Là, on s'enlève tout pouvoir d'être, heureux et de se rendre la vie belle. Eh ben, je prends le temps de goûter ce que tu viens de poser. Et je crois que justement dans l'univers des jeunes, entre guillemets, ça fait toujours rigoler de prendre la parole en disant les jeunes parce que ça fait de moi un vieux et ça me fait sourire. Des artistes très contemporains, très actuels, comme je pense à Orelsan, je pense à L'Homme Pâle, plutôt des gens qui écrivent en français et qui sont arrivés à un certain degré de notoriété. En fait, ces gens-là vont écrire dans leurs chansons à quel point ils sont pas nourris en fait par là où ils sont. Mmh mh. Ils vont le rendre visible et donc il y a quelque chose quand même d'assez. Je sais pas si ça avait été fait sous d'autres formes avant, j'imagine que oui, mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression, là je cite deux noms, mais j'ai entendu d'autres gens que j'écoute pas par ailleurs, et qui témoignent de ça. Je suis arrivé au sommet, mais ça me nourrit pas. Mmh. Euh, et donc, ils sont admirés, non seulement pour être arrivés au sommet, mais aussi parce qu'ils leur rendent visible le fait que à cet endroit-là, ils sont toujours un puissant fond. Et deuxième chose qui me vient
par rapport à ce que tu viens de mettre sur la table, c'est parce que estime, il y a estimation derrière, et l'estimation, c'est quand même quelque chose qu'on vérifie. C'est quelque chose, on n'en est pas sûr, et il faut. Moi, je vais faire estimer ma maison bientôt. Bah voilà, est-ce que je vais la vendre le prix de l'estimation? Eh ben, c'est pour ça que ça s'appelle une estimation, c'est que je sais pas. Mmh. Donc je dois le vérifier. Alors que bah, ce mot d'estime de soi, il est très 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 courant en fait dans les gens qui vont chercher à se rencontrer. Et je pense, si je suis ce que ça me fait ressentir, que c'est un mot un peu trompeur en fait finalement, puisque l'estime c'est quelque chose qui va suivre le cours du marché un peu. On pourrait dire ça comme ça, hein. C'est ça. Et, et donc ce mot-là, il est un peu piégeux parce que il va faire focaliser l'attention sur quelque chose de fluctuant et qui dépend pas de nous, alors que c'est bien de ça dont il s'agit. Ouais. C'est l'endroit où ça va être performatif et pas estimatif. Mmh. Et lié à une valeur, hein, parce que quand on Ouais, estime quelque chose, quand on estime un bien et cetera, on estime une valeur. Et donc là, c'est une pente très glissante et très dangereuse quand tu commences à chercher: «Quelle est ma valeur?» Mais, à quelle heure tu cherches ta valeur? Ça veut dire que tu as acheté le mensonge que tu as une valeur et donc il y a des êtres qui en ont plus et donc il y a des êtres qui en ont moins et là, comme disait Coluche, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Je veux dire, quand tu commences à rentrer dans, on a une valeur, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Donc là, dès que tu entres dans estime égale notion de valeur égale pouvoir sur. Parce que s'il y a des gens qui ont moins de valeur que d'autres, ça va être légitime qu'il y ait des gens qui ont du pouvoir, bah, des gens qui ont plus de valeur et ils vont pouvoir avoir du pouvoir sur les gens qui ont moins de valeur et cetera. Donc mais le truc c'est que, voilà, on est dans une matrice, c'est-à-dire on est dans un système de pensée, dans une société qui fonctionne comme ça, qui fonctionne à partir de les choses ont des valeurs. On vit dans une société dans lequel, l'argent, est utilisé de manière transactionnelle, donc on dit que les choses ont une valeur, donc ça vaut tant et donc je te donne tant et tout ça fait que notre pensée et notre, du coup, notre structuration après de la personnalité pour les enfants, pour les bébés depuis leur plus jeune âge, on les conditionne à croire qu'ils ont une valeur et à essayer d'augmenter leur valeur et donc à vérifier effectivement quelle est ma valeur. Parce que, voilà, moi je ouais, moi je me dis: «Ouais, peut-être je vaux, 10», et l'autre d'un seul coup il me dit: «Ah bah non, tu vaux 1». Tu sais, j'avais vu ça dans je sais plus quelle série, justement les séries pour jeunes, où il y avait les meufs et les mecs faisaient pareil, ils notaient les nanas et les nanas notaient les mecs et donc il y avait la jolie fille de la classe qui parle avec ses copines et puis elle disait: «Ah bah lui là-bas il te regarde, elle dit: "Mais vous plaisantez, lui c'est un 3, moi je suis une 9, qu'il aille se faire foutre" et tout». Enfin et moi je me disais: «Bah ouais, mais c'est ça on fonctionne comme ça». On fonctionne comme ça, mais ça veut pas dire que c'est notre nature. Mais c'est on est conditionné comme ça. Et donc pour moi, c'est vrai qu'à la racine de tous les sujets qu'on est en train d'aborder, puisque l'origine de nos entretiens, c'était les questions de normes et d'étiquettes, c'est qui a créé ces normes? Et qui continue à entretenir ces normes? Et donc il y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, parce que bien sûr que toute la société continue d'entretenir les normes, mais pour moi la grande question c'est qui se donne le pouvoir de sortir de ces normes? Et ça, c'est un sacré boulot et un boulot sacré de faire ça au quotidien, de réaliser, de dire: «OK, je suis piégé là actuellement, je suis dans une matrice, je suis piégé dans une société dans laquelle si je cherche à fonctionner selon ces normes, je me condamne à un vide existentiel qui va être à la mesure de combien j'accepte les règles de cette société sans les remettre en question et qui va être à la mesure de combien je passe plus de temps à l'extérieur à attendre d'autrui quelque chose, que de temps à l'intérieur à aller me rencontrer et me découvrir. Je regardais la dernière fois, des interviews, de Diam, enfin qui ne d'ailleurs ne s'appelle plus Diam maintenant, hein, qui s'appelle Mélanie je crois et sur un film qu'elle avait fait, qui était présenté à Cannes, qui était un reportage sur sa carrière et sa vie et où elle expliquait justement, qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, elle était passée comme ça dans la tradition musulmane, à partir de ce vide existentiel incroyable qui l'habitait, qui avait fait qu'à un moment donné, elle a connu le succès qu'on lui connaît à une certaine époque, en étant devenue la première rappeuse française et elle disait voilà comment même à l'époque, quand elle était, la plus grosse vendeuse de disques en France, avec tous ses tubes, elle était dans un vide existentiel total avec des envies de suicide permanentes. Et que ce qu'elle avait trouvé, voilà, dans cette spiritualité-là, dans cette tradition musulmane-là, dans cette foi-là, elle avait enfin trouvé la paix, elle avait enfin trouvé cette rencontre avec elle qu'elle n'avait jamais eue jusque-là.
Et j'étais touché en l'écoutant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur et beaucoup d'acuité, et beaucoup de simplicité quand elle en parle, et je trouvais chouette que ce documentaire ait été fait. Alors bon, elle n'est pas évidemment l'égérie de la génération actuelle la plus jeune, hein. Eux, c'est plutôt Orelsan, et même ils commencent peut-être à être un peu vieux pour certains jeunes d'aujourd'hui. Mais effectivement, on va toujours entendre chez tous les artistes, et je pense que tous les artistes qui ont un peu de bouteille en témoignent tous à un moment. Quand ils vont être assez honnêtes de se vulnérabiliser en parlant de leur expérience et en osant dire que bah ouais, ils sont tombés dans l'alcool, ils sont tombés dans les drogues, ils sont tombés dans le sexe, ils sont tombés dans le jeu, ils sont tombés dans tromper leur femme, enfin des tas de choses, parce que bah, ils se sentaient toujours avec un vide que le succès ne remplissait pas du tout. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ben, c'est assez clair. Alors on peut se dire que ben, il vaut mieux être malheureux dans un 1000 mètres carrés à Ibiza en regardant la mer que dans un studio sous les toits à Paris, certes, et en même temps, je veux dire, moi j'ai accompagné des tas de personnes qui étaient très 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 à l'aise financièrement et qui étaient les personnes les plus malheureuses que j'ai vues. Parce que justement, je regarde cette série que j'adore en ce moment sur Netflix qui s'appelle Sandman, et il y a un combat à un moment magnifique entre le Sandman, donc qui est celui qu'on a appelé chez nous le marchand de sable en fait, qui est là dans la série, et celui qui régit le monde des rêves, et il se bat à un moment contre Lucifer, et c'est un combat très traditionnel, comme on le connaît dans les traditions spirituelles. C'est des combats où chacun dit à son tour: «Je suis quelque chose», et l'autre, s'il ne trouve pas à être quelque chose qui est plus puissant que ce que tu viens de dire, c'est toi qui as perdu. Et à un moment, Lucifer lui dit qu'elle est, puisqu'elle est représentée par une femme dans la série, lui dit qu'elle est le néant, en fait, l'antimatière absolue, l'obscurité qui englobe tout. Et lui, il lui répond en lui disant: «Et moi, je suis l'espoir». Elle, elle peut rien dire derrière. Et je dis ça parce que ça m'a marqué sur le moment. J'ai dit: bah oui, bon, allez, cet échange est très connu, hein, ils l'ont repris dans la série, mais il existe dans les traditions spirituelles depuis la nuit des temps, cet échange entre ces deux êtres. Je suis l'espoir. Si tu enlèves l'espoir aux êtres humains, il n'y a plus rien, quoi. Et qu'est-ce qui fait finalement qui nous garde au cœur cet espoir? Eh ben, c'est l'endroit où tu n'adhères plus, tu n'adhères pas à ce qu'on a dit de toi, à ce que les autres croient sur toi, mais où toi, tu restes ouvert à quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus lumineux, et où là, enfin pour moi, si un être humain ne se connecte pas à l'espoir, tout est foutu. Et chez ces êtres qui sont pauvres à un instant de leur vie ou qui n'ont pas de ressources matérielles, il y a un espoir immense. Donc ils ont beaucoup de force au fond parce qu'ils disent: «Je suis dans la merde», mais il y a l'espoir qui dit: «Mais ouais, si je fais ça et quand je fais ça, ça ouvre quelque chose». Alors que quand tu as quelqu'un qui a tout réussi, qui est milliardaire, qui est pété de thunes, il a plus de projets, il se projette plus, donc il a plus d'espoir, et maintenant il est avec son vide intersidéral intérieur. Il se sent pas, il sait pas comment faire pour se goûter, il sait pas comment faire pour être bien avec lui, et il a aucun espoir parce que dans la matière, il y a rien que le moment où tu es là et où tu te dis: «J'ai tout réussi dans la matière et moi, je toujours pas réussi de l'intérieur», là, c'est le désespoir ultime parce que tu peux plus rien attendre de l'extérieur. Alors que quand tu es en difficulté, moi, chez les périodes de ma vie où j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, c'était des périodes où j'étais vraiment dans la merde, quoi. C'était des périodes où matériellement, je ramais, je galérais, j'avais pas un boulot qui me plaisait, le contexte était compliqué autour, mais j'avais une rage au ventre et beaucoup d'espoir. Donc là, il y avait beaucoup d'énergie. Et puis je sais comment, vers 2012-2013, à un moment dans ma vie, ça s'est posé, et où plein de rêves se sont réalisés simultanément, que ce soit relationnellement, au niveau de la matière, au niveau professionnel. Je me souviens ce jour où je me suis dit: «Merde, je vais faire quoi maintenant là? Il y a tous mes rêves, des trucs que je croyais impossibles à réaliser, et tout est là, quoi». À l'époque, j'avais la maison de mes rêves, une compagne de mes rêves, professionnellement, pouf, ça a explosé d'un coup au-delà de ce que j'avais cru, et j'ai fait une mini dépression derrière. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore rencontré le fond, l'essence complètement. Et donc là, parce que quand tu as tout réussi dehors, mais que dedans, ben, tu pas fait le job, tu vas te retrouver effectivement pire qu'avant, et c'est ce dont témoignent tous les gens qui réussissent, hein. Moi, j'ai vu très peu de gens, tu les vois tous passer
il y a toujours ce creux, de Stromae à d'autres, hein, qui après fait une chanson en disant, sur le suicide, voilà, il dit: «J'en suis pas fier», mais enfin, il dit voilà, il dit à un moment alors que tout le monde, à l'époque rêvait d'être Stromae, de dire: «Putain, ce petit gamin, il arrive, il vend des millions de disques, il a un charisme de fou, il crée, sans arrêt des nouveaux styles» et derrière le mec il te dit: «Ouais, ben moi j'ai des pensées suicidaires». Tu dis: «Waouh!» il y a effectivement un univers à aller découvrir à l'intérieur, plutôt que de continuer à chercher à l'extérieur, la reconnaissance ou des trucs comme ça, en mettant des valeurs à l'extérieur de nous, hein, ça c'est sûr. Mmh. Ça me touche beaucoup ce que tu partages et ça va quelque part à l'endroit de ma prochaine question. En fait, je me dis, dans la distinction qui n'est pas faite entre l'estime de soi et l'amour de soi, j'ai l'impression qu'il y a une double impossibilité. C'est la première, ce serait de rencontrer ces parts à l'ombre, comme on avait pu l'évoquer la dernière fois, parce qu'elles nous font peur et elles vont nous déprécier dans le peu d'estime qu'on a déjà de nous. Et deuxièmement, les grandeurs qui sont les nôtres, d'avoir du mal à les rencontrer par soi-même parce que ce serait prétentieux de le faire. Et donc, du coup, on se retrouve coincé à l'endroit où on est déjà sans vouloir se voir à cet endroit-là. Et ça devient une torture d'être soi parce que c'est insoluble presque comme question. Donc, du coup, derrière, mécaniquement, peut-être pas en permanence, mais il y a un besoin de reconnaissance qui peut prendre les traits d'un besoin d'appartenance à un groupe ou à des codes. Et là, on revient sur notre sujet. Et justement, d'où ma question, jusqu'où sommes-nous capables de nous lâcher la main pour correspondre à une case? Ça franchement, bon j'aime pas les généralités, mais dans ce que j'ai pu en voir, il y a pas tellement de limites, hein. Jusqu'où peut-on se lâcher la main pour appartenir à des cases, à la mesure, je dirais juste à la on peut se lâcher la main à la mesure de combien on ne se tient pas la main soi-même. Parce que quand tu te tiens la main, normalement tu te lâches pas la main. Mais par contre, ce qu'on appelle se lâcher la main, souvent, c'est, cette expression, que j'avais rencontrée la première fois dans la chanson, «Si j'étais moi» de Zazie, que j'adore et où elle dit dans le refrain: «Mais je me lâche la main, je m'éloigne de moi» et sauf que la chanson s'appelle «Si j'étais moi». Donc si j'étais moi, en fait, je ne me lâcherais pas la main. Si j'osais être ce qu'au fond de moi je me sens être, sans conditionner mon apparence, mes actions, mes goûts, mon je suis, à ce que les autres aiment alors qu'en fait, les autres peuvent toujours ne pas aimer ce que je suis. Donc, en plus, à la base, c'est un calcul qui est fou. Mais je veux dire, si j'osais être ce que je suis, à partir du moment où tu commences à oser être ce que tu es et à dire, comme le disait Marshall dans son texte, à partir de maintenant, il y a un des paragraphes qui dit à partir de maintenant, je choisis d'être et d'exprimer qui je suis avec authenticité, quand bien même ça ne serait pas reçu comme un cadeau. Donc, quand tu commences à fonctionner comme ça, tu te lâches plus la main. Mais par contre, quand tu n'es pas prêt à être ce que tu es, bah, tu vas te lâcher la main toujours à la mesure de, combien tu n'es pas avec toi. Et après en plus effectivement, quand tu es dans cet entre-deux dont tu parlais juste avant, dans lequel, d'un côté, tu n'oses pas aller rencontrer les zones, les parts de toi qui ne sont pas des parts d'ombre, c'est-à-dire elles ne sont pas constituées d'une matière qui serait l'ombre par opposition à la lumière, c'est juste tu les as mises à l'ombre. Tu n'autorises pas qu'elles soient en lumière, donc elles sont à l'ombre, c'est-à-dire tu les vois pas. Et si tu allais les rencontrer, ben, tu as d'autres parts de toi qui jugent que tu serais faible, ou que tu serais, vulnérable aux attaques d'autrui, ou que ça voudrait dire, des tas de choses et donc il y a des parts de toi qui ont des points de vue qui en fait sont les points de vue d'autrui que tu as achetés et que tu t'appliques à toi-même, donc en n'ayant aucune bienveillance avec toi. Donc d'un côté, tu t'interdis d'aller remettre en lumière les parts que tu as mises à l'ombre et qui contiennent toujours tes richesses, tes potentiels et tes pouvoirs. Je veux dire toutes les parts de nous qu'on a foutues à l'ombre contiennent notre plus grande puissance. Donc d'un côté, on a mis à l'ombre tout ce qui n'était pas autorisé d'être, tout ce qui n'était pas autorisé dans notre enfance avec les parents, puis par l'école, puis par la société. Et de l'autre côté, tu as tous les diktats que tu as achetés aussi, qui sont que si jamais tu oses finalement être lumineux, être dans ta puissance et ton pouvoir, on va te dire de l'extérieur que tu es trop quelque chose, que tu es trop puissant, que tu prends trop la lumière, que tu prends trop la place. Moi, quand j'avais, je sais plus 28-29 ans à l'époque, c'était avec mon premier guide spirituel et on était dans un groupe, donc de méditation qui se réunissait tous les mercredis et un soir, j'entends quelqu'un à la pause, il avait pas vu que j'étais juste derrière la cloison, qui dit: «Ouais, Issa prend vraiment, toute la place, hein, dans ce groupe, c'est pénible»
Et waouh, j'étais mortifié de ça. Et bon, ça se termine. Et puis le soir, après qu'ils soient tous partis, parce que moi j'étais disciple de cette personne, donc je vivais chez elle. Je lui dis, dis donc, qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu trouves que je prends toute la place? Est-ce que trouves que je prends trop de place? Et elle m'avait souri, elle m'avait dit, ah non, non, tu prends pas du tout toute la place, mais tu occupes toute la place qu'on te laisse. Et j'avais senti le truc de dire, ah ouais, je dis, ok, je dis, en fait, je prends la place de personne. Je dis, est-ce que ce que tu dis, c'est je prends la place de personne? Elle me dit, mais tu n'en as pas le pouvoir. Elle dit, personne n'a le pouvoir de prendre la place de personne. Tu ne peux pas, on vit dans un univers dans lequel deux objets ne peuvent pas occuper le même espace simultanément. Donc c'est physiquement impossible. Tu ne peux pas prendre leur place. Mais par contre, si eux ne sont pas à leur place, tu as tendance, comme tu as beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, tu vas occuper tout l'espace et toute la place que les autres n'occupent pas. Donc, dans notre société, il y a une déresponsabilisation absolue quotidiennement qui fait que des êtres qui n'occupent pas leur espace, qui ne sont pas dans leur puissance, qui n'exercent pas leur propre pouvoir d'être qui ils sont, et qui n'occupent pas leur place, ils vont laisser leur place, ils vont laisser d'autres êtres avoir une influence sur eux, et après ils vont t'en vouloir et te dire que tu prends de la place, etc. Et ça, tu l'as entendu depuis que tu es tout petit. Parce que, attends, je vais encore prendre, j'avais dit que je le prendrais, mais une seconde. Je vais encore prendre mon jouet, mon éternel jouet, sur lequel j'espère que ma caméra ne va pas zoomer. Je vais essayer de le garder à la même distance. Mais voilà, je veux dire, à la base, on est un être qui est comme ça. Et puis nos parents, eux, ils ont été bien éduqués et conditionnés. Donc nos parents sont comme ça. Et donc quand tu as un parent qui est comme ça, donc ça c'est le parent, et puis tu as l'enfant qui est comme ça, comment le parent, tu crois qu'il arrive à gérer cet espace-là, cette dimension? Il va tout le temps te dire que tu es trop ceci, que tu fais trop de bruit, que tu es trop agité, que tu es trop, trop, trop. Et donc, ton éducation, ça va consister à te rétrécir, à te rétrécir, à te rétrécir. Et donc, tant que tu crois ça, tant que tu achètes ça, ben, tu vas jamais t'autoriser ta puissance parce que si tu t'autorisais ça, qui serait la réponse à tous tes problèmes, hein, si tu t'autorisais à redevenir ça, tu es tranquille, tu n'as plus un seul souci. Mais sauf que dès que tu fais ça, tu as tout le monde, tous ceux qui eux-mêmes ne s'autorisent pas cette dimension, ils vont chercher à te diminuer. Donc on n'est pas aidé par l'extérieur parce qu'on reçoit sans arrêt des jugements et puis on les a intériorisés, ces jugements. Donc après, on n'a même plus besoin que les autres nous disent hey, attends, c'est trop. Dès qu'on commence à le faire, on dit ah non, non, là, je vais être orgueilleux. Ah non, mais là, ils vont croire que je me la pète. Ah non, mais là, non, non, mais ça va, ils vont. Alors que non, c'est simplement. Je veux dire, moi, voilà, par exemple, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, quelqu'un avec qui je voulais collaborer, qui a refusé la collaboration en me disant il ne peut pas y avoir deux soleils dans la même pièce. Bon, ça m'avait un peu fait quoi? Mais bon, je dis ok. Et puis, j'en ai parlé à l'époque avec mon deuxième guide spirituel, enfin qui est toujours mon guide actuel. Et il avait éclaté de rire en me disant alors là, la personne qui t'a dit ça n'est pas un soleil. Parce que un soleil qui voit arriver un autre soleil, il dit juste waouh, cool, qu'est-ce qu'on va faire comme lumière ensemble, quoi, ça va être joyeux. Donc, je veux dire, à chaque fois que tu as quelqu'un qui cherche à te rétrécir et qui te fait des jugements quand tu es comme ça, que ce soit quelqu'un à l'extérieur de toi ou que ce soit une voix dans ta tête, tu dis ok, on est dans une voie conditionnée et ok, j'ai un travail à faire pour traduire en fait cette voie et ne pas l'acheter telle quelle. Parce que nous, on achète ça. Ce que Jésus appelait les marchands du temple, c'est toutes ces voix qui nous vendent en permanence des points de vue qui ne sont pas au service du temple de notre être, qui ne sont pas au service de qui nous sommes en vérité, de qui nous sommes vraiment. Et voilà, ce qui est pas évident, c'est que on a entendu des tas de voix comme ça des marchands du temple depuis qu'on est né, des tas de voix qui ont cherché à réduire le temple de notre être à sa portion congrue, et on a intériorisé ces voix. Donc on n'a même plus besoin que des autres nous le disent. Nous-mêmes, maintenant, par peur de les entendre à l'extérieur, on se dit à l'avance, ah ben non, je peux pas me présenter comme ça, ils vont dire, puis quelle légitimité j'ai pour faire ça. Et tu vois, tous ces termes, tu parlais tout à l'heure de comment tu voyais le terme estime avec estimer, estimation, bah pareil, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, est-ce que je suis légitime? Leg, c'est la loi, et les lois, c'est toujours externe, je veux dire. Donc, on a tous ces trucs qui sont à l'extérieur de nous, et où nous, à l'intérieur, on est tout malheureux parce que ben, on s'aime pas au fond. Sauf qu'on n'a pas compris que s'aimer, c'est un produit dérivé
de la présence. Je veux dire, tout le monde aussi cherche à s'aimer comme si, je sais pas, ça on allait produire de l'amour comme ça, mais en fait, l'amour, c'est il y a pas à le créer. L'amour, c'est ce qui circule en soi et entre les êtres quand tu es présent à la réalité de qui tu es. Et ensuite, ce qui circule, c'est de l'amour. Quand tu es présent à ce que tu es, ce qui circule, c'est de l'amour. Quand tu es présent à ce qu'est un autre, ce qui circule, c'est de l'amour. Voilà, donc au lieu de chercher, on cherche toujours ailleurs que là où il faut chercher. Donc on va chercher la reconnaissance, au lieu de chercher la reconnaissance en soi, on va chercher la reconnaissance des autres, au lieu de chercher la connaissance de soi. Et puis on va aller chercher l'amour des autres, au lieu de chercher la présence à soi, qui fait qu'après, quand tu es présent à toi, tu es content d'être avec toi. Et puis après, tu sens ce doux truc chaud et chaleureux en toi qui circule partout, puis qu'on appelle l'amour, puis que tu vas ressentir assez spontanément, naturellement vers les autres. Mais c'est pas comme ça qu'on a été éduqués. Donc finalement, pour goûter tout ce bien-être, ça va nous demander de se déconditionner. Et c'est un travail qui va nous prendre souvent du temps et qui va continuer à être souvent un travail. Parce que même quand tu te déconditionnes pas mal à l'intérieur, la société actuellement fonctionne toujours dans cet ancien paradigme avec les jugements, les trucs, les machins, les valeurs, l'estime et tout ça. Et donc, tu vas quand même toujours être avec des miroirs quotidiens qui te renvoient que ce que tu es, quand tu oses être qui tu es, va quand même falloir affronter quotidiennement un monde qui te valorise pas, justement. Parce qu'on a démarré sur l'histoire de valeur. Je veux dire, quand tu es ce que tu es, le monde ne va pas te valoriser. Après, tu vas avoir des petits groupes de gens, par exemple, qui regardent votre chaîne ou ce genre. Tu vas avoir des petits groupes de personnes dont c'est les valeurs, au fond, c'est leurs valeurs profondes, hein, la valeur dans le sens quelque chose qu'on valorise, qui aiment ça, qui aiment aller se rencontrer. Puis quand quelqu'un ose être lui, on dire ah ouais, c'est cool, ah c'est inspirant. Mais actuellement, dans le monde dans lequel on vit, quand tu oses être qui tu es et ne pas fonctionner avec estime de soi, avoir plus de valeur que quelqu'un, être sans jugement, c'est pas valorisé par notre société et il n'y a pas forcément une majorité d'êtres qui vont trouver que tu es un être inspirant. Il va y avoir plutôt une majorité d'êtres sur cette planète, encore aujourd'hui, qui vont dire que tu es un fou, que tu crois des conneries, que tu es alors au choix coché l'option, ça peut aller de complotiste à tu fais partie d'une secte ou des Illuminati ou de je ne sais quoi, mais voilà, la majorité de notre société humaine actuelle n'est pas un endroit de connaissance d'elle-même qui honore la sagesse dans son sens originel. La sagesse qu'il y avait depuis l'Antiquité, elle s'est perdue avec l'ère de l'industrialisme et avec la soi-disant siècle des Lumières, qui a bien sûr mis en lumière certaines choses au niveau scientifique, mais qui a jeté le bébé avec l'eau du bain concernant tout ce qui concernait la magie, la spiritualité, la sagesse. Tout a été viré. Et aujourd'hui, tout ce qui n'est pas démontrable scientifiquement et reproductible et blablabla est complètement, voilà, les sciences humaines et tout ça, si on peut pas les démontrer, le développement personnel, c'est toléré, mais enfin, voilà, tu vas plus voir des reportages à la télé sur les gourous du 21e siècle qui se remplissent les poches en tablant sur la misère des êtres humains. Enfin, tu vas plus voir des reportages où on démonte ça que des séries où on le met en valeur. Voilà. Même si on commence à en voir un tout petit peu sur Netflix ou ailleurs, mais c'est pas, on va dire que c'est pas le centre de notre société. C'est pas la note de base de notre société. Ça n'est pas comment est-ce que nous pourrions devenir chaque jour plus libres intérieurement, plus présents, plus conscients. Euh, est-ce qu'on voit aux infos ou régulièrement des annonces à la télé? Est-ce que vous avez pensé à prendre un temps avec vous aujourd'hui, à vous arrêter? Est-ce que vous avez pensé aujourd'hui à consacrer autant de temps et d'énergie à vous-même, à goûter votre présence, qu'à essayer de vous distraire de votre présence par toutes les distractions que nous vous proposons habituellement, tu vois? Est-ce qu'on a des pubs pour la présence, quoi? Ouais, tu au lieu d'avoir des coupures pub pour te vendre la nouvelle distraction qui t'externalise, tu aurais des coupures présence pour ting, voilà, comme au village des pruniers chez Thich Nhat Hanh, tu as cette grande cloche où ça sonne et quand ça sonne, pouf, tu es invité à revenir à toi, quoi, et à dire: «Ah tiens, où je suis? Est-ce que je suis dans mes pensées? Est-ce que je suis dans mes émotions? Est-ce que je suis dans mes sensations? Et est-ce que je peux revenir à la présence qui perçoit tout ça?» Voilà, donc il faudrait des coupures présence, il va y avoir des coupures distraction.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a les outils pour faire ça. Je veux dire, on peut se servir. Cet outil, ça peut être l'outil du diable ou l'outil du divin en nous. Ça peut être l'outil qui nous ramène à la présence ou qui va nous en éloigner. Je veux dire, tu peux mettre un petit timer toutes les 10 minutes, toutes les heures, le rythme que tu veux. Ton, juste quand ça sonne, ok, tu prends le petit temps vers toi. Ou tu peux l'allumer, te mettre sur TikTok, Instagram et aller scroller pendant des heures et t'externaliser, te distraire. Et c'est ok de se distraire, hein, c'est juste, tu peux t'amuser. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc si tu veux jouer à regarder des trucs sur TikTok, Instagram ou ce que tu veux, on peut jouer. Moi, je joue beaucoup, j'adore jouer. Moi, je joue, j'ai une PS4, je joue à des jeux magnifiques, j'adore jouer, j'adore. On est des êtres créateurs. On aime sans arrêt de créer de nouvelles histoires, vivre de nouvelles expériences. Il n'y a aucun souci à ça. Mais maintenant, quand tu cherches dans la distraction la présence à toi, là, juste, il y a un souci. Il y a un souci de compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc, faisons ce que nous voulons avec la conscience de ce que nous sommes en train de faire. Sinon, on va être très malheureux en cherchant ailleurs ce qui est ici. Ben, une fois de plus, j'abonde dans ton sens. Et je te remercie à l'endroit où j'ai trouvé beaucoup de soutien dans cette remarque que tu nous as partagée, de ce moment, cette anecdote, avec prendre la place qui est disponible. Bah, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui nous regardent. C'est pour ça Ouais, que je reviens un petit peu là-dessus en me disant, là j'ai trouvé du soutien, mais j'imagine que plein de personnes qui regardent ce contenu vont se sentir soutenues aussi par ça. ouais, Euh, je me dis qu'on aurait besoin d'avoir vraiment un reminder comme quotidien, quoi, de ça. Enfin, moi, je sais que je passe beaucoup de temps quotidiennement à bosser, en fait, concrètement, à travailler. Je veux dire, je le dis souvent dans mes stages, mais si tu fais rien de spécial, si tu n'es pas en train activement de pratiquer quelque chose et de faire quelque chose pour te déconditionner, par défaut, ce qui va se mettre à retourner, c'est tes intelligences artificielles. C'est tous les programmes du conditionnement. Et même quand ça tourne pas en toi, c'est en train de tourner autour de toi. Et là, je me suis regardé récemment le dernier Matrix que j'avais pas pris le temps de regarder, là, le Matrix Resurrection. Et je voyais le mode horde, là, quand d'un seul coup, tu as tous les agents, ils peuvent d'un seul coup prendre l'apparence de n'importe quel être dans la Matrix, et ça fait des meutes comme ça qui se mettent vers Néo, et je me disais, ah bah ouais, c'est ça. C'est en fait, quand tu commences à te libérer vraiment à un moment, dans la matrice, à l'extérieur, ça ne plaît pas au système. Et tu vas avoir n'importe qui va venir t'attaquer. Donc ça demande un sacré job et beaucoup de travail et beaucoup de force et beaucoup de puissance. C'est un discours qui plaît pas du tout, hein, celui que j'ai en train de tenir. Je veux dire, l'être humain du 21e siècle veut de la facilité, veut que les choses aillent vite et veut le plus possible n'avoir à faire aucun effort et prendre une pilule. Et c'est pas la pilule qui te fait prendre conscience que tu as un plug dans le cou et que maintenant il va falloir vraiment te battre. Non, non, c'est une pilule au contraire qui t'endort dans un monde idyllique où tout va bien et t'as rien à faire pour être bien. Sauf que ça, c'est une illusion. Ça ne fonctionne pas. Donc tu peux faire ça, hein, tu peux faire ça, tu peux prendre même certaines substances, tu peux te désensibiliser de toi, tu peux te déconnecter de ce que tu es vraiment, et ça va fonctionner un certain temps. Mais j'ai jamais à ce jour rencontré un seul être humain chez qui ça fonctionne sur la durée. Ça fonctionne, allez, 1 décennie, maxi 2 décennies, tu peux tenir comme ça, avec des drogues, avec des trucs, avec des illusions, puis il y a toujours ce moment où ça va se casser la gueule parce que tu vas être arrivé au bout et que tu vas avoir développé une tolérance. Comme il y a une tolérance médicamenteuse, tu vas avoir développé une tolérance à ce qui te distrait, et à un moment, ça ne va plus te distraire, et tu vas toujours te retrouver face à ce que tu perçois comme un vide abyssal, qui est en fait l'absence de ta présence à toi. Et là, ce jour-là, va bien falloir commencer à dire, OK, comment je fais pour être présent? Comment je fais pour être là? Comment je fais pour traduire mes jugements? Qu'est-ce que je veux vivre? Quelle relation je veux avoir avec moi? Quelle relation je veux avoir avec les autres? Quelle relation je veux avoir avec le monde? Et là, à partir de là, bah, tu vas avoir du job. Je veux dire, moi, chaque jour, je passe mon temps, les gens me disent toujours: «Mais comment ça, vous ça fait, heu, ça fait 50 ans que vous bossez?» Je veux dire, moi, j'ai commencé à conscientiser tout ça, j'avais 7 ans, et j'écrivais tout dans mon petit carnet, et je mettais: ça va, ça va pas, ça, il faut que je le change. Dans tous les cas, il faut que je trouve un guide». Enfin, c'était très clair. Et là, 50 ans plus tard, tu vois, j'ai eu 58 ans hier, j'ai bah, 51 ans plus tard, les gens ah, sont ahuris et me disent: «Mais comment ça, vous bossez encore?» Ils me disent: «Mais c'est désespérant, alors vous avez pas l'air trop con quand même, on est inspiré par ce que vous faites, mais alors franchement, si vous bossez encore autant», je leur dis: «Mais qu'est-ce qu'on a de mieux à faire?» Enfin, c'est comme si
Moi, quand je dis bosser, pour moi, c'est joyeux. Enfin, c'est pas, même si le mot travail vient de Tripalium, qui était un supplice délicieux des anciens, mais je veux dire, pour moi, travailler, bosser, pour moi, c'est joyeux. Enfin, je veux dire, moi, j'adore faire ça. Moi, il y a rien qui m'éclate plus que de conscientiser les zones qui m'empêchent d'être libre, qui m'empêchent d'accéder à la conscience, qui m'empêchent d'accéder à toute ma puissance et de les transformer. Donc c'est un travail, mais tu vois, c'est comme un travail alchimique, ou c'est comme un chercheur d'or, ou c'est comme un truc où pour moi, c'est très passionnant et excitant. Je me dis pas, oh merde, il y a encore un truc à. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, hein. Il y a des fois, quand ça fait la 108 millième fois, et quand je dis 108 millième fois, c'est pas un chiffre en l'air. Sur 50 ans, ça existe vraiment des choses qu'on a fait 108 000 fois. Il y a un endroit où t'as des parts un peu fatiguées qui disent putain, c'est toujours pas. Pourquoi ce truc n'est pas automatisé? Mais tout simplement parce que le nombre de répétitions, le nombre d'itérations de ce bug dans ton système informatique intérieur, il est plus grand que 108 000 fois. Il a tourné automatiquement parce que c'est entré dans un conditionnement et qu'on a des conditionnements des intelligences artificielles qui fonctionnent automatiquement en nous, et elles tournent en permanence. Donc à un moment donné, mon guide actuel, David Sucy, il dit souvent, tant que tu n'as pas pris conscience de l'horreur de la situation, tu ne peux pas commencer à poser les actions véritablement adaptées pour la transformer. Et moi, je sais que l'horreur de la situation, c'est, par défaut, 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours par an. Ce sont les intelligences artificielles du conditionnement qui visent à ce que tu n'aies pas ton pouvoir, qui visent à ce que tu sois un être docile et obéissant qui fonctionne dans cette société, et que tu ne sois pas dans ta dimension la plus vaste. Ça emmerde tous ceux qui veulent te contrôler. S'il y avait suffisamment d'êtres sur cette planète qui est cette dimension, demain, il y a tout qui pète. Sauf que tous les gens sont là à se dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est si petit, et c'est eux qui ont le pouvoir. Donc en fait, ceux qui ont la conscience comme ça ne s'autorisent pas à agir comme ça, mais restent dans la matière comme ça. Tandis que ceux qui ont ça comme conscience, ils ont pris ça comme pouvoir sur les autres. Donc tout fonctionne la tête à l'envers sur cette planète, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'êtres, mais c'est en train de se faire. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que c'est un processus qui est lent, tu vois. Moi, je regarde toujours, je prends des références des fois comme par exemple le racisme, ou le féminisme. Je veux dire, quand je vois comment on a peu avancé sur ces deux sujets, comment il y a toujours du racisme dans le monde aujourd'hui, quelles que soient les couleurs, les ethnies, il y a toujours du racisme. Et par rapport au féminisme, quand je vois en 50 ans, 60 ans, les inégalités qui demeurent toujours sur cette planète, combien les femmes ont toujours à galérer, à ramer pour obtenir les mêmes privilèges que les mecs, je me dis, bon, et ça, c'est que deux sujets, et il y a tout le reste. Donc, ouais, il y a du job. Il y a du job, et la question, pour moi, il y en a une seule, c'est est-ce que tu veux être libre, quoi? Est-ce que tu veux être libre de tes choix, pas pour faire n'importe quoi, mais pour faire ce que tu es, en fait? Est-ce que tu veux avoir les moyens vraiment de pouvoir vivre la vie que tu voudrais vraiment vivre? Mais pour ça, il faudrait que tu saches d'abord qui tu es. Parce que en fait, tu as aucune idée de ce que tu veux en réalité. Tu passes ton temps à vouloir faire des choses, avoir des relations, à faire des projets, et tout ça, c'est pour combler l'absence de toi. Mais tu n'aurais pas la même vie si d'abord tu choisissais de te rencontrer et puis qu'après tu dises, OK, alors l'être que je suis vraiment, cet être-là, quand je suis en présence avec lui, c'est quoi son élan? Là, tu vas découvrir que peut-être ça fait des décennies que tu montes aux arbres, alors qu'en fait, tu es un poisson. Et que c'est pour ça que tu te trouves nul. Parce qu'en fait, les poissons, c'est pas fait pour monter aux arbres. Comme t'as jamais pris le temps vraiment de rester avec toi suffisamment longtemps, puis tu es d'une famille de singes, donc ils ont tout le monde t'a dit monte aux arbres, monte aux arbres, monte aux arbres. Voilà. Tu sais, moi, je regarde beaucoup de séries, hein, évidemment, j'adore ça. Et là, je regardais la dernière fois un épisode de Good Doctor dans lequel il y avait la nièce du directeur de l'hôpital qui ose lui avouer, mais en fait, tonton, en fait, moi, je me sens pas être médecin. Et lui, il est atterré, quoi. Il dit: «Mais comment ça?» Elle dit: «Ben non, mais j'ai jamais eu le temps». Il dit: «Mais pourquoi tu l'as jamais dit?» Elle dit: «Mais personne m'a jamais écouté». J'ai essayé de le dire, mais à chaque fois que j'ai essayé de vous dire, depuis que je suis toute petite, je me sens pas d'être médecin, tout le monde m'a dit: «Mais si», tout le monde m'a convaincu, et je me suis laissé embarquer jusqu'à arriver comme interne dans ton service, mais en fait, j'aime pas ça. Alors heureusement pour nous, quand même, on a cette, heureusement, tu vois, ma phrase, elle va être bizarre, j'allais dire: «Heureusement pour nous, on a la souffrance». Mais oui, parce qu'en fait, même si on se lâche la main, même si on ne se connaît pas,
on a heureusement la souffrance. Je veux dire, quand tu souffres, tu as quand même un sacré signal d'alarme que: «Hey, je suis pas en train d'être ce que je suis, quoi». Est-ce que je suis dans l'aisance quand je fais ce que je fais? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce qu'il y a une exaltation? Est-ce qu'il y a de l'abondance? Ou bien non? Et si la réponse est non, c'est: «Oh, je dois pas être en train d'être ce que je suis». Et là, je peux commencer à faire une pause, tu sais, on connaît tous ces histoires de vie de personnes qui ont une vie en 2 temps, quoi, qui ont fait des tas de choses dans une première période de leur vie, puis à un moment, elles ont eu ce alors souvent, beaucoup d'humains l'ont autour de la quarantaine, on appelle ça la crise de la quarantaine. En astrologie, on dit que c'est juste le retour d'Uranus qui a une révolution de 84 ans et donc à 42, il est opposé à lui-même et Uranus, il a des grandes oreilles comme ça. Uranus, ça te met à l'écoute en fait de qu'est-ce que tu es vraiment. Et donc si à 42 ans, des fois tu l'avais pas capté avant, poum, d'un seul coup tu réalises, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous quoi? Mais c'est pas ça que j'ai envie d'être». 42, tu commences à voir tourner, quand même l'aiguille, tu dis: «Hey, le temps passe et est-ce que je veux continuer encore pour 42 ans à faire ce que je fais là, à être ce que je suis là?» Puis à un moment tu dis: «Ben non». Alors est-ce qu'on pourrait à un moment peut-être, plus jeune, s'autoriser et je crois que c'est en train de se faire un peu actuellement dans la nouvelle génération, même si ça passe par des formes un peu tragiques, d'extrêmes avec les réseaux sociaux où tout est très externalisé et en même temps, je vois qu'ils sont plus partants pour sortir des normes. Tu me vois dodeliner de la tête parce que je vois qu'il y a vraiment les 2 aspects dans la génération actuelle, c'est ceux qui ont entre, allez, 10-17 en ce moment. C'est à la fois d'un côté, ils s'autorisent beaucoup plus de choses et en même temps de l'autre côté, en termes de normativité, waouh! Il y a des normes qu'on voit réapparaître, que les féministes avaient cherché à faire péter il y a 50 ans. On n'a jamais vu des meufs aussi bimbo que ça, des mecs aussi tous stéréotypés que ça, enfin, donc on est dans une époque très passionnante, en tout cas, dans laquelle je vois qu'il y a beaucoup de mouvements et où pour moi ça m'invite toujours, chaque jour davantage à regarder, voilà, qu'est-ce qui me permet de faire retour à moi et qu'est-ce que j'aime faire et surtout à cesser de me préoccuper de qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi ou qu'est-ce que j'aimerais que les autres comprennent, mais juste me mettre en position de Graal et dire: «Voilà ce que moi je suis, voilà ce que moi j'aime faire et s'il y en a que ça intéresse, ben venez et puis, s'il y en a que ça n'intéresse pas, faites ce qui vous fait kiffer». Voilà, tu vois? Sans du coup, tu sors du prosélytisme, tu vis beaucoup plus de liberté quand tu arrives dans ce type de positionnement. C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.